Personne n'aurait imaginé que le pays qui se présentait comme la première puissance économique mondiale finirait par affronter une crise silencieuse aussi profonde. Pourtant, depuis quelques années, un phénomène massif et invisible s'étend à travers les États-Unis. Des millions de travailleurs, parfois qualifiés, parfois expérimentés, se retrouvent soudainement licenciés, remplacés ou poussés vers la sortie. À l'extérieur, les immeubles d'entreprise brillent encore, les gratte-ciel restent debout, les panneaux publicitaires clignotent comme avant. Mais à l'intérieur, derrière les murs, l'Amérique professionnelle est en train de se transformer radicalement. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement une vague de licenciements, c'est l'effondrement progressif de la vie quotidienne de millions de familles qui pensaient être protégées. En 2025, cette nouvelle réalité touche chaque secteur. La technologie, le commerce, la finance, l'industrie automobile, l'hôtellerie, les médias, les soins médicaux et même les administrations locales. Les entreprises évoquent des restructurations, des optimisations, des réductions de coûts. Mais derrière ces mots se cachent des vies bousculées, des projets stop-et-met, des familles qui doivent revoir toute l'organisation. Dans certaines villes américaines, il suffit de marcher dans les rues pour ressentir cette tension. Des magasins fermés, des bureaux vides, des restaurants incapables de survivre à la baisse de clientèle, des maisons mises en vente à un rythme inquiétant. Le plus frappant, c'est que cette crise touche autant les travailleurs diplômés que ceux issus de métiers manuels. À San Francisco, Seattle ou Austin, des ingénieurs qui gagnaient plus de 100 000 $ par an cherchent désormais des emplois temporaires juste pour payer leur loyer. À Detroit ou Cleveland, des ouvriers qui travaillaient depuis 20 ans dans la même usine se voient remplacés par des robots ou des systèmes automatisés. Dans certaines entreprises, les employés n'ont même pas le temps de vider leur bureau. Ils reçoivent un email leur annonçant que leur compte est désactivé et qu'un carton les attend à l'accueil contenant leurs effets personnels. Ce choc brutal fragilise psychologiquement des millions d'Américains. Mais ce n'est pas seulement la perte du travail qui pose problème, c'est tout ce qui vient après. Les États-Unis sont l'un des pays où la vie quotidienne coûte le plus cher. Loyer, assurance santé, éducation, nourriture, transport, dette. Tout repose sur le salaire. Dès qu'il disparaît, tout l'équilibre explose. Certaines familles doivent cumuler 3 petits boulots, sans assurance, sans stabilité, sans perspective d'évolution. D'autres quittent les grandes villes et prennent la route sans plan précis, espérant trouver une région moins chère. C'est un exode silencieux, mais bien réel. Des milliers de personnes quittent chaque semaine la Californie, New York, le Massachusetts ou l'État de Washington pour s'installer dans le Texas, le Tennessee, l'Oklahoma où le coût de la vie est plus bas. Cependant, même dans ces États moins chers, l'inflation et les loyers montent aussi, car l'arrivée massive de nouveaux habitants crée une pression supplémentaire. Beaucoup se retrouvent alors dans une boucle sans fin. Ils fuient un endroit devenu trop cher pour finalement découvrir que leur nouveau réfugié est en train de suivre le même chemin. Pendant ce temps, les entreprises continuent d'annoncer des licenciements par milliers, souvent en mettant en avant l'intelligence artificielle comme outil de remplacement. Des métiers qui semblaient intouchables, analystes de données, rédacteurs, designers, comptables, disparaissent ou sont divisés par 2, parfois même du jour au lendemain. La conséquence la plus inquiétante de cette vague de licenciements, c'est l'effondrement progressif de la classe moyenne américaine. Depuis longtemps considérée comme la colonne vertébrale du pays, elle se retrouve fragilisée par la hausse du coût de la vie et par la baisse de stabilité de l'emploi. Beaucoup ne peuvent plus épargner, certains n'arrivent même plus à payer les frais médicaux les plus simples, d'autres s'endettent pour acheter des produits de base, un phénomène inimaginable il y a encore 20 ans. Pour certains Américains, cette situation devient tellement insoutenable qu'ils doivent prendre des décisions extrêmes. Vivre temporairement dans leur voiture, retourner chez leurs parents, partager une maison avec plusieurs familles ou accepter n'importe quel travail, parfois payé moins que ce qu'ils gagnaient 10 ans plus tôt. Ce déclassement touche même ceux qui avaient réussi, entrepreneurs, responsables de projets, ingénieurs seniors, travailleurs indépendants. L'Amérique du mérite, celle qui promettait que tout le monde pouvait réussir, semble s'éloigner de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, d'innombrables témoignages apparaissent. Des vidéos d'anciens employés expliquant qu'ils ont tout perdu du jour au lendemain. Des familles montrant comment elles organisent des repas avec le strict minimum. Des étudiants endettés, incapables de rembourser leurs prêts malgré plusieurs emplois. Ce n'est pas un phénomène isolé, c'est une réalité collective. Les files devant les banques alimentaires s'allongent, les demandes de logement d'urgence explosent, même les associations n'arrivent plus à suivre. Les grandes villes américaines commencent à montrer les premiers signes visibles de cet effondrement silencieux. Certains quartiers qui étaient animés deviennent calmes, presque vides. Les métros transportent moins de travailleurs aux heures de pointe. Les parkings d'entreprises se remplissent uniquement certains jours, car trop d'employés ont été remerciés.
Les écoles publiques manquent de personnel, car les enseignants quittent leur métier épuisés et sous-payés. Ce qui frappe le plus, c'est le contraste entre l'image que les États-Unis renvoient au monde, celle d'un pays développé, puissant, moderne, et la réalité qui se déroule dans l'ombre. Les Américains ne vivent plus comme avant. Leur quotidien se complique, leur avenir devient flou, leur confiance s'effrite. Le pays traverse une mutation profonde qui transforme la manière dont les familles travaillent, vivent, se déplacent, consomment et envisagent l'avenir. Tout cela pose une question fondamentale. Si la machine économique américaine est si puissante, pourquoi tant de travailleurs sont-ils laissés au bord de la route ? Pourquoi la technologie, au lieu d'améliorer la vie quotidienne, semble-t-elle replacer massivement des emplois sans offrir de nouvelles protections ? Et surtout, que se passera-t-il si cette vague de licenciements, loin de se calmer, continue de grandir ? Une chose est sûre, l'effondrement du quotidien américain ne se produit pas en un seul jour. Il avance comme une ombre, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que tout le monde comprenne que quelque chose d'immense a changé. Une transformation profonde est en cours et personne ne sait vraiment comment elle va se terminer. Mais que tout allait revenir à la normale, les signes du contraire se multipliaient partout. Des centres commerciaux autrefois pleins ressemblaient désormais à des cathédrales silencieuses. Les restaurants familiaux, présents depuis 20 ou 30 ans, fermaient dans un dernier souffle, laissant des panneaux « à vendre » accrochés sur des portes que personne n'ouvrirait plus. Les rues elles-mêmes semblaient changer. Les voitures neuves disparaissaient, remplacées par des modèles plus vieux, conservés par nécessité. Dans certains quartiers, on voyait de plus en plus de maisons abandonnées, d'autres transformées en colocations improvisées pour faire face à la hausse des loyers. La population ressentait que quelque chose se cassait en profondeur. Ce n'était pas seulement les pertes d'emplois, c'était la perte d'un repère collectif, celui de la stabilité. Les gens vivaient dans un mélange de fatigue émotionnelle et d'incertitude permanente. Les files devant les banques alimentaires s'allongeaient. Les organismes de charité n'arrivaient plus à suivre. Même la classe moyenne, celle qui travaillait régulièrement, commençait à demander de l'aide, souvent en cachette, de peur d'être jugée. Des experts tentaient d'analyser le phénomène, mais leurs explications sonnaient vides face à une réalité trop vaste pour être résumée par des graphiques. Ils parlaient de réajustement économique, d'optimisation structurelle ou de ralentissement cyclique. Mais ces mots ne changeaient rien. Le quotidien des gens se dégradait. Peu à peu, les conversations tournaient autour de la même question. Comment avait-on pu en arriver là si vite ? Les entreprises justifiaient les licenciements en évoquant l'automatisation, les coûts d'exploitation ou encore l'environnement mondial incertain. Mais derrière ces discours, une vérité beaucoup plus simple se dessinait. La rentabilité était redevenue la seule religion. Dès que les prévisions trimestrielles baissaient, le couperet tombait. Et ceux qui avaient construit leur vie autour de leur emploi se retrouvaient soudain sans sol sous les pieds. L'un des phénomènes les plus étranges de cette période fut la montée d'une fatigue collective. Une sorte de lassitude psychologique qui touchait tout le monde. Les réseaux sociaux étaient remplis de gens disant qu'ils n'avaient plus l'énergie de se battre. Les médecins en parlaient comme d'une nouvelle forme d'épuisement. Pas un burn-out professionnel, mais un burn-out sociétal. Comme si toute la nation avait perdu le souffle. Le soir, les quartiers résidentiels prenaient un aspect particulier. Lumières éteintes tôt, silence inhabituel, peu de voitures circulant. Les gens restaient enfermés chez eux, non par peur, mais parce qu'ils ne savaient plus vraiment quoi faire dehors. Même les loisirs devenaient un luxe. Aller au cinéma, manger dehors, organiser une sortie, tout semblait trop cher, trop compliqué, trop loin de leurs préoccupations. Et pendant ce temps, certaines voix tentaient d'alerter que nous allions peut-être vers un point de rupture. Une zone où le système social, émotionnel et économique ne pourrait plus suivre. Les loyers continuaient de monter, le prix des produits de base augmentait et les salaires stagnaient. Beaucoup de familles se retrouvaient dans une situation absurde. Elles travaillaient plus, mais vivaient moins bien. Comme un rêve américain inversé, où chaque effort supplémentaire ne produisait qu'un peu plus de fatigue, jamais de progrès. Les jeunes générations, elles aussi, commençaient à perdre leurs illusions. Là où leurs parents avaient grandi dans une époque où tout semblait possible, eux voyaient un monde où les portes se fermaient les unes après les autres. Acheter une maison devenait un rêve presque irréaliste. Avoir un emploi stable, une perspective à long terme ou même un espoir d'ascension sociale. Tout cela semblait appartenir au passé. Beaucoup se demandaient s'il fallait rester dans le pays ou chercher ailleurs une vie moins imprévisible. Mais c'était peut-être les petites histoires du quotidien qui racontaient le mieux ce qui se passait réellement.
Comme cet homme qui devait choisir entre payer l'électricité ou acheter des médicaments pour sa femme. Cette mère célibataire qui sautait des repas pour que ses enfants puissent manger correctement. Ou encore cet étudiant brillant qui travaillait de nuit dans un entrepôt parce que ses parents, pourtant salariés, n'arrivaient plus à l'aider financièrement. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des millions de récits similaires qui se tissaient partout, comme une toile invisible montrant l'effondrement progressif d'un mode de vie autrefois considéré comme solide. Le plus inquiétant, c'était le sentiment que tout cela se déroulait dans une forme d'indifférence générale. On parlait d'économie, mais rarement des gens. On parlait de chiffres, mais jamais de visages. La souffrance devenait statistique. Les vies brisées n'étaient plus que des lignes dans un rapport trimestriel. Et pourtant, un frémissement commençait à émerger. Une prise de conscience lente mais réelle. Des citoyens se regroupaient, partageaient des ressources, s'organisaient pour survivre ensemble. Dans certaines villes, des potagers communautaires apparaissaient. Dans d'autres, des réseaux d'entraide se formaient pour réduire les dépenses. Les gens redécouvraient la solidarité, non par choix idéologique, mais par nécessité absolue. Cette nouvelle manière de vivre n'était pas un retour en arrière, mais une tentative de réinventer le quotidien. Si les grandes structures s'effondraient, peut-être que les petites pouvaient encore tenir, peut-être même grandir. Car malgré la gravité de la situation, une vérité persistait. Les crises révèlent toujours deux choses. D'abord, la fragilité des systèmes que nous croyons intouchables. Ensuite, la force inattendue des gens ordinaires. L'Amérique traversait une période sombre, une de celles que l'histoire n'oublie pas facilement. Mais dans cette obscurité, il restait des lueurs. Des gens qui continuaient de se lever, de travailler, de se battre, même lorsque tout semblait perdu. Peut-être que l'avenir n'était pas encore écrit. Peut-être que cette vague de licenciements, cet effondrement apparent, n'était pas la fin, mais le début d'une transformation profonde, douloureuse, mais nécessaire. Et si tout ce qui semblait s'écrouler aujourd'hui n'était en réalité que la chute d'un ancien modèle pour laisser place à un autre, un modèle plus humain, plus réaliste, moins fragile. Mais pour l'instant, une seule chose était certaine, le pays n'était plus le même. Et ceux qui le vivaient au quotidien savaient que la véritable question n'était pas « quand tout redeviendra comme avant », mais plutôt « qu'allons-nous devenir maintenant ?»